Bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale Turquie aujourd'hui avec cette question. Faut-il geler les négociations d'adhésion avec la Turquie ou au contraire maintenir le dialogue? Les pays européens ont affiché cette semaine leur division sur l'attitude à adopter face aux dérives autoritaires du gouvernement turc. Des atteintes aux droits de l'homme qui se sont intensifiées depuis le coup d'État avorté du mois de juillet contre le président Erdogan. Coup d'État avorté suivi par des vagues de répression. L'Europe qui peine à s'entendre sur la réponse à y apporter. Une large majorité des pays européens se refusent cette semaine à franchir le pas d'une rupture avec Ankara. Il y a le contexte, la lutte contre le terrorisme, la guerre en Syrie et la gestion des migrations vers l'Europe. Là, le président Recep Tayyip Erdogan s'impose comme un partenaire central. Alors faut-il geler l'adhésion de la Turquie? On en débat avec nos invités. Elena Valenciano, bonjour. Vous êtes députée européenne espagnole, membre du groupe socialiste, mais surtout vous êtes présidente de la commission droits de l'homme ici au Parlement européen. À côté de vous, Sylvie Goulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes redéputée française du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. En France, vous avez été élue sous les couleurs du MoDem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Samim Akgönül, vous êtes historien, politologue à l'Université de Strasbourg et vous suivez de très près ce qui se passe actuellement en Turquie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, retour en images sur les atteintes à la démocratie du régime turc qui se sont intensifiées depuis le coup d'État avorté du mois de juillet. François Chevret. C'était le 15 juillet dernier. Des avions militaires bombardent le Parlement turc à Ankara. Des chars et des soldats bloquent le pont d'Istanbul et tirent sur la foule. Recep Tayyip Erdogan échappe à une tentative de meurtre. Le lendemain, le coup d'État échoue. Le président turc prépare déjà la contre-attaque. Nous allons éliminer le virus de toutes les institutions publiques, car ce virus s'est propagé comme un cancer. Le chef d'État désigne le responsable de cette tentative de putsch, Fethullah Gülen. Exilé aux États-Unis, ce prédicateur islamiste est à la tête d'un réseau tentaculaire. Il possède des centaines d'écoles en Turquie et il a des partisans dans toutes les administrations du pays. Chaque fonctionnaire suspecté d'avoir un lien avec les gülenistes est incarcéré, mis à pied ou limogé. Une purge qui touche les enseignants. 1 millier d'écoles sont fermées. Cette manifestation va se poursuivre jusqu'à ce que nos collègues retrouvent leur poste. Il y aura des sit-ins et des marches à Ankara. Certains de nos membres sont prêts à entamer une grève de la faim. Nous allons continuer nos actions jusqu'à ce que tout le monde retrouve sa place. Mais dans la rue, pas de place pour la contestation. La purge s'étend à la société civile, 1200 organisations caritatives sont fermées. La presse n'est pas en reste, 200 journalistes sont mis en prison, 170 médias mettent la clé sous la porte. Ceux qui travaillent dans ces médias ne sont pas ceux qui ont mené le putsch. Ils sont les victimes d'un gouvernement qui utilise le coup d'État pour étendre son oppression contre ses opposants. L'état d'urgence, c'est aussi l'occasion de s'attaquer à la minorité kurde. Début novembre, les 2 leaders du parti pro-kurde sont mis en garde à vue et 10 autres responsables emprisonnés. Recep Tayyip Erdogan, c'est une entrée en force de l'islam dans un État jusque-là laïque. En 13 ans de pouvoir, comme Premier ministre puis comme président, il a supprimé l'interdiction du voile à l'université. Récemment, il a tenté de faire voter une loi qui permet d'annuler la condamnation pour agression sexuelle sur mineur si l'agresseur épouse sa victime. Alors c'est cela la Turquie qui progresse? Bien sûr que non. On est contre cette loi et on ne se taira pas. Dans son élan, le président turc a même promis une mesure forte, le rétablissement de la peine de mort. Voilà, et puis un double attentat le week-end dernier a frappé le cœur d'Istanbul, au moins 44 morts. En représailles, les autorités turques ont arrêté près de 300 membres du principal parti pro-kurde et frappé en Irak des cibles de la rébellion kurde, dont un groupe dissident a revendiqué l'attentat meurtrier. L'escalade autoritaire d'Erdogan n'est pas près de se terminer, Samim Akgönül. Écoutez, souvenez-vous en 2004, dans cette belle maison, quand les eurodéputés levaient les oui et veto pour l'ouverture des négociations
d'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts du Bosphore. Effectivement, à partir de 2010-2011, nous voyons un revirement du régime en Turquie à partir du moment où le gouvernement a pu contrôler l'entièreté de l'appareil étatique, parce que entre 2002 et 2010, il s'agit d'un gouvernement, mais il existe quand même un appareil étatique qui peut faire équilibre vis-à-vis de ce gouvernement. À partir de 2010, ça n'est plus le cas. Et bien, à partir de cette date-là, nous voyons une montée d'autoritarisme, d'une centralisation du pouvoir, effectivement, et ce qui s'est passé à partir de 7 juin 2015, c'est les élections qui ont été annulées, est effectivement une accélération de ce régime autoritaire, utilisant maintenant le prétexte de la tentative de coup d'État qu'il faut condamner, bien entendu. Elena Valenciano, une vague d'arrestations qui a ciblé le parti d'opposition pro-kurde et les médias aujourd'hui aussi. Plus de 130 journalistes sont derrière les barreaux en Turquie. C'est plus qu'en Chine et en Iran réunis. Est-ce que Erdogan a atteint son but, c'est-à-dire museler ceux qui le critiquent? Il semble qu'il n'a pas atteint son but puisqu'il continue à exercer une forte répression sur quiconque ose lever la voix. C'est pas seulement, c'est aussi les professeurs, c'est aussi des fonctionnaires publics. Les membres du HDP, il y a 7400 membres du HDP qui ont été... Parti d'opposition. Troisième parti au Parlement. Ce sont nos camarades qui ne peuvent plus venir à nos réunions internationales parce qu'ils sont en prison. Et donc j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. La réponse à laquelle Erdogan devrait répondre est est-ce que vous voulez adhérer à l'Union européenne? Parce que si c'est le cas, le chemin qu'il a entrepris est justement le contraire. Tout ce que l'Union européenne trouve à dire face à ces développements, c'est que ça suscite des inquiétudes. Est-ce que c'est suffisant face à ces personnes qui sont emprisonnées? Non, on assiste, et encore une fois, je n'ai aucune sympathie pour les personnes qui organisent des putschs dans des régimes. Ce qui s'est passé était assez confus cet été, mais il semblerait qu'il y a quand même eu des personnes qui ont essayé de militairement porter atteinte à l'ordre démocratique turc. Donc je n'ai pas de sympathie pour ça. Mais là, on assiste à une violation caractérisée des principes de la démocratie et de l'état de droit, avec des emprisonnements arbitraires de juges, de fonctionnaires, de journalistes. Et c'est une violation, je le dis d'autant plus qu'on est à Strasbourg, qu'on voit par la fenêtre la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la violation par la Turquie d'engagement qu'elle a pris depuis 1949, puisque la Turquie est également membre du Conseil de l'Europe, organisation internationale indépendante de l'Union européenne et dont le but est la promotion des droits de l'homme. Donc il faut qu'on arrête de penser que c'est... La Turquie est grand contributeur. Pardon ? Et la Turquie est grand contributeur, le grand financeur du Conseil de l'Europe. Oui, mais... Et même le respect de l'état de droit... Je ne demande pas mieux que la Turquie joue tout son rôle dans le sens de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire pour la promotion d'un état de droit, des principes fondamentaux, de l'égalité homme-femme, de la non-discrimination, etc. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie qui consiste à penser que c'est en promettant l'adhésion à l'Union européenne ou en la maintenant en quelque sorte artificiellement en vie qu'on règle la question des droits de l'homme. Pour la question des droits de l'homme, il y a d'autres instruments et pacta sunt servanda. La Turquie doit respecter les engagements qu'elle a pris, encore une fois, après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pour ce qui est de l'Union européenne, personnellement, je suis très à l'aise parce que je ne faisais pas partie des gens qui tenaient des pancartes, puisque j'ai écrit un bouquin en 2004 qui s'appelait « Le Grand Turc et la République de Venise », dans lequel, à l'époque, j'essayais d'analyser non pas seulement ce qu'était la Turquie, comme font tous les gens, on la regarde à la loupe, mais ce qu'était l'Union européenne et ce qu'elle essayait d'offrir. Et à mon avis, ça dépassait totalement les forces et la capacité de l'Union européenne à ce moment-là déjà. Vous étiez contre l'adhésion d'une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne déjà à l'époque? Oui, parce que la Turquie, parce que l'Union européenne, et on l'a vu d'ailleurs avec les élargissements précédents, a aussi du mal à rester une Europe politique, une Europe sociale, si elle s'étend de manière inconsidérée. Donc personnellement, je suis très à l'aise, je suis très triste pour la société civile turque. Il y a encore des gens qui se battent, soit en Turquie, soit à l'extérieur. Je pense à Can Dündar, par exemple, qui est exilé en Allemagne, qui est l'ancien rédacteur en chef de Cumhuriyet. Elena Valenciano, vous voulez réagir? Oui, moi c'est le contraire. C'est-à-dire, moi j'ai toujours été pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je crois qu'il y avait en Turquie déjà à ce moment-là une société civile très vive et très proche à nos valeurs et qui avait besoin absolument d'une main pour justement venir de ce côté-là, disons, du côté de la démocratie, de l'état de droit, du pluralisme, etc. J'ai toujours été une grande défenseur de cette situation et c'est Erdogan qui me fait justement
revenir en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, la carotte et le bâton de l'Union européenne ne fonctionnent plus parce que du côté du régime non plus, il n'y a pas une volonté, bien au contraire. Il y a un discours d'altérité très très fort, identitaire et essentialiste, qui alimente d'ailleurs le discours identitaire et essentialiste de ce côté-ci de l'Europe. D'ailleurs, la montée de la droite populiste n'est pas l'apanage de la Turquie. Quand on regarde le monde occidental, le monde entier peut-être, il y a cette tendance et c'est très très grave. Je pense que nous avons raté cette occasion. J'espère que cette fenêtre de tir s'ouvrira dans un avenir proche, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Encore une fois, j'ai aucune sympathie avec la droite populiste qui utilise des arguments xénophobes ou religieux. Mais très sincèrement, je ne crois pas que la conception de la souveraineté nationale qui est celle de la Turquie, pas seulement d'Erdogan, mais d'un certain nombre de personnes, ni l'État de l'Union européenne en ce moment permettent d'envisager un accord qui serait un accord gagnant-gagnant. Il y a énormément d'hypocrisie, il y a énormément de gens qui, du côté européen, ont voulu faire miroiter des perspectives pour faire évoluer la Turquie sans avoir en rien l'intention de la faire entrer dans l'Union européenne, ni surtout de donner la libre circulation des personnes, ce qui, moi, à l'époque, me choquait profondément, parce que même ceux qui, à l'époque, étaient pour, en général, étaient très réticents sur ce volet-là. Et il y a eu aussi des arguments de politique intérieure dans un certain nombre de pays dans lesquels des gens ont essayé d'acheter le vote des ressortissants d'origine turque de leur État. Vous parlez de l'Allemagne. En l'occurrence, la gauche allemande n'a pas résisté à cette tentation-là, malheureusement, à l'époque. Encore une fois, je pense qu'il faut arrêter de faire miroiter des choses qui ne peuvent pas être. En revanche, très sincèrement, il faut qu'on trouve de bonnes relations sur une autre base et aussi, encore une fois, je vous dis, en respectant déjà les engagements qu'on a. Personnellement, je suis ravie que la Turquie soit dans le Conseil de l'Europe. Ça permet sur la peine de mort, ça permet sur la liberté d'expression ou la liberté religieuse d'avoir un socle commun. Elena Valenciano, vous étiez pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Quand on voit le climat actuel dans les pays européens, la montée de la xénophobie, voire de l'islamophobie, faire entrer un pays de plus de 80 millions d'habitants, la Turquie, musulmans pour la plupart, est-ce que ce n'est pas juste impossible? D'ailleurs, aucun État européen ne dit « je veux que la Turquie adhère à l'Union européenne ». En ce moment, est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes? En ce moment, je crois que c'est un discours impossible. Ce ne l'était pas à l'époque. Et je trouve qu'en effet, on a perdu beaucoup de temps. En tout cas, il n'y a pas une seule Turquie non plus. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas qu'Erdogan. Il y a aussi les citoyens turcs. Mais en plus, il n'y a pas une seule Turquie. Il y en a plusieurs. Quand vous visitez la Turquie et vous rencontrez les universitaires, les journalistes, beaucoup de personnes très sensibles à la lutte pour la démocratie, vous vous rendez compte que l'Europe pourrait jouer un très bon rôle dans cette région. Finalement, c'est notre région. Par exemple. Mais en on doit jouer ce rôle, y compris vis-à-vis de... Mais en Tunisie aussi. En Pologne aussi. Tout à fait. Donc l'Union européenne est un très bon cadre pour faire évoluer les choses vers la démocratie et l'état de droit. Et tant que c'est possible, il faut essayer. En ce moment, avec la Turquie, cette maison, ce Parlement a dit qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter et qu'il faut voir quelle est l'évolution qui pour l'instant est très négative, du gouvernement Erdogan. Mais pourquoi pas, Erdogan partirait un jour et on retrouverait une Turquie qui fasse possible cette alliance avec l'Union européenne. Non mais monsieur a raison, il ne suffit pas de faire rentrer les pays dans l'Union pour régler les problèmes. Et franchement, il y a deux poids et deux mesures dans notre discours sur les valeurs et sur les droits fondamentaux. Personnellement, je suis préoccupée de ce qui se passe dans certains pays de l'Union européenne. Je le dis aussi pour la France. Le dernier rapport du rapporteur sur l'état, le contrôleur général des prisons sur l'état des prisons en France n'est pas à la gloire de la République. Donc encore une fois, soit on se soumet à des contrôles internationaux et on s'y soumet tous, dans un esprit positif consistant à dire partout où il y a des problèmes, on les règle, soit on est dans la stigmatisation d'un peuple et je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. De toute façon, tourner le dos à la Turquie n'est pas, il me semble que ce n'est pas une solution non plus. Vous, en tant que politologue, historien, vous y avez cru à cette adhésion? Parce que c'est un serpent de mer. Mais moi, j'y crois toujours. Ouais. J'y crois toujours. Évidemment, ni la Turquie ni l'Union européenne sont des entités statiques. Elles évoluent en interaction, elles évoluent en ayant des influences l'une sur l'autre. D'ailleurs, je trouve que le dernier accord entre l'Europe et la Turquie au sujet des dits réfugiés, qui n'en sont pas des réfugiés d'ailleurs, qui n'ont pas de statut de réfugiés, est un accord, à mon sens, faux,
techniquement va en parler. impossible et inique, et donne des arguments à ce pouvoir pour faire pression sur les pays européens. On va en parler. Donc, face aux attaques multiples contre les droits de l'homme du président Erdogan, une résolution visant à geler le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union a été votée. En riposte, le président turc joue sur la possibilité d'ouvrir à nouveau la route de l'Europe aux migrants. On regarde et on réagit juste après avec nos invités. Il est en colère, Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a pris la parole pour réagir à la décision prise par le Parlement européen qui demande le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Erdogan a brandi la menace des migrants. L'homme sait qu'il a entre les mains un véritable moyen de pression. Quand 50 000 migrants s'étaient amassés à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, vous, les Européens, vous avez crié à l'aide. Vous avez compté sur la Turquie pour qu'elle ferme ses frontières. Si l'Europe continue à nous mépriser, ces frontières, nous allons les ouvrir. Mettez-vous bien ça dans la tête. Il y a 3 semaines, le Parlement européen a demandé le gel des négociations d'adhésion en raison de la féroce répression turque depuis le coup d'État avorté de juillet. Vote purement symbolique, cette décision n'appartient qu'aux États membres. C'est l'avis du Premier ministre turc qui réagit aussitôt. Le vote du Parlement européen, pour lui, un vote sans valeur. De notre point de vue, cette décision est insignifiante. Nos relations actuelles avec l'Union européenne ne sont pas de toute façon tellement rapprochées. L'Union européenne doit comprendre cela. L'Europe a-t-elle une vision de son avenir avec la Turquie ou sans la Turquie? Elle doit prendre une décision là-dessus. En mars, la Turquie et l'Union européenne ont conclu un pacte qui a permis d'assécher le flux de clandestins vers l'Europe. Si la menace de rouvrir les frontières est crédible, le président Erdogan prend le risque, s'il mettait ces menaces à exécution, de perdre un levier important, son statut de partenaire indispensable de l'Europe, celui qui fait de lui un homme fort de la scène internationale. Voilà, on vient de voir le président Erdogan, il sait qu'il a entre les mains un véritable moyen de pression. Est-ce que cette menace, elle est crédible? Vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas de nous en Europe, je vous envoie les migrants. Ce n'est pas tout à fait l'esprit des traités européens, sincèrement. Bien entendu, les autorités européennes, pas le Parlement consulté avec un vote des députés, je tiens à le dire, mais les autorités européennes ont fait cet accord avec la Turquie dans des conditions, vous avez raison, tout à fait douteuses. Ouais. Il n'est pas illégitime de son point de vue de songer à cette hypothèse, mais si on commence à être dans de la menace mutuelle, on n'arrivera à rien. Voilà. Il y a aussi l'accès au marché européen pour les produits turcs, donc on peut se balancer à la figure ce genre d'amabilité. C'est pas comme ça qu'on règle les questions internationales aussi graves que le sort de millions de personnes, dont certains sont des personnes qui fuient la guerre, d'autres sont des migrants économiques. Donc je crois qu'il faut que tout le monde redescende d'un cran. Le Parlement a simplement parlé d'un gel des négociations, notamment à cause de la menace d'abandonner la peine de mort. Et M. Erdogan, enfin l'abolition de la peine de mort, M. Erdogan sait très bien que ça fait partie des conditions qui avaient été posées. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. L'abolition de la peine de le rétablissement de la peine de mort, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Là, c'est un point final, oui. Là, c'est un point final. J'ai l'impression que les menaces d'Erdogan ne sont pas réelles. Si finalement, il a fait tout un discours au sujet de la solidarité avec les migrants qui ne semble pas très profond, si maintenant la menace c'est d'ouvrir les portes. En tout cas, moi je n'ai pas été du tout d'accord avec cet accord qui a été fait par les gouvernements et que le Parlement n'a pas visé, disons. Mais c'est vrai qu'on lui a donné... Il y a des élections qui arrivent bientôt en Allemagne, en France, et les gouvernements veulent garder quand même... Si Erdogan va faire ce qu'il dit, ce qu'il prononce comme menace, il aura aussi des conséquences. Donc il vaudrait mieux qu'il baisse un peu le ton. Oui. Et dans tout ça, les victimes principales, ce sont ces pauvres gens qui sont déplacés de force et qui sont en train de fuir exactement la même violence qui fait peur dans nos pays européens, dans notre marché de Noël à Strasbourg, dans nos vies bien confortables. Donc ils sont devenus des objets de marchandage de tapis, d'un côté entre un régime qui devient de plus en plus autoritaire, de l'autre côté une Europe qui a toujours peur de ces migrants et qui a
peur que les gouvernements vont perdre les élections parce qu'il y a la montée de cette extrême droite et la droitisation de la gauche. Eh bien, enfin, les victimes sont voilà, les mêmes, ces centaines de milliers de gens. Le petit enfant sur la plage de Akiarlar, près de Bodrum, où je passe mes vacances, sur la plage mort, qui nous a tous émus, il y en a un par semaine. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que nous avons cet accord, voilà, tu t'en tiens un, j'en prends un, on ne sait pas quel critère, plus une promesse d'argent. Moi, je trouve c'est une grande responsabilité des gouvernements européens. C'est contraire à toutes les valeurs européennes. Et l'absence de politique migratoire. Nous avons aboli les frontières entre nous, ce qui est une bonne chose, qui favorise le commerce et les échanges, mais il est évident qu'à ce moment-là, nous devons avoir une politique de contrôle de nos propres frontières et aussi trouvant des solutions pour des cas qui sont humainement tout à fait désespérés. Et vous avez raison d'insister sur le fait que les êtres humains ne peuvent pas devenir une monnaie d'échange pour les relations internationales un peu aigres de la Russie. C'est ce qui était faux dans cet accord. Je voulais vous poser cette question à vous trois. Est-ce qu'on ne se trompe pas aussi de société? Est-ce que vous, Samim Akgönül, vous n'êtes pas un peu minoritaire en étant pro-européen, pro-démocratie en Turquie, quand on regarde de plus près la société turque? Vous êtes la Turquie version Istanbul par rapport à la Turquie continentale, l'Anatolie, la Turquie asiatique qui est plutôt musulmane, pratiquante, conservatrice, qui aime les hommes forts, les hommes autoritaires, un peu à la Erdogan. Est-ce que ce que fait Erdogan, c'est pas la revanche du sultan ottoman, du sultan Erdogan contre Mustafa Kemal Atatürk qui prônait une Turquie plus moderne? En utilisant les mêmes outils. Autrement dit, en réalité, il peut y avoir véritablement une impression d'opposition entre Recep Tayyip Erdogan et Mustafa Kemal Atatürk, mais en réalité, les outils qu'ils utilisent, dont ils disposent, sont similaires et la pratique est similaire pour des buts objectifs opposés. Est-ce que je suis minoritaire? Peut-être que je suis minoritaire, mais si ma mémoire est bonne, le 4e critère de Copenhague, c'est le respect des minorités. Donc il faut justement, dans une démocratie, il peut y avoir des dissidences, des opinions contraires au régime, et ça n'est pas suffisant pour mettre en prison, pour avoir une répression pour l'ensemble de la société civile. Les universitaires qui avons signé un appel pour la paix, 1128 universitaires, et tous mes collègues qui sont en Turquie sont en très mauvaise position, ils ont perdu leur travail, certains ont été emprisonnés, d'autres ont fui, sont à l'exil aujourd'hui en Europe occidentale. Eh bien, effectivement, si nous sommes en minoritaire, il faut nous écouter en minoritaire. Elena Valenciano, c'est pas la démocratie, le jeu de la démocratie. Erdogan a été élu, démocratiquement. Oui, mais on peut avoir une légitimité d'origine et puis la perdre pendant l'exercice. C'est ce qu'il fait. Non, puis attendez, la démocratie, c'est pas d'exterminer ou d'emprisonner les opposants. Il faut quand même, et vous avez tout à fait raison, d'abord je signale que chaque fois qu'il y a des dérives autoritaires, le respect doit aller à ceux qui résistent, pas à ceux qui utilisent leur position dominante pour écraser les autres. Donc on peut être de l'avis de M. Erdogan ou pas dans un système démocratique, échanger des arguments au Parlement, c'est une chose. Quand des forces d'opposition sont muselées, quand les gens sont frappés, quand ils sont emprisonnés, c'est une atteinte aux droits de l'homme qui n'a aucune justification, jamais. Et lui, il justifie un peu à cause du terrorisme. Et moi, je veux dire que moi, je viens d'un pays, sur les propos d'Erdogan. Qui a construit la démocratie en même temps qu'elle luttait contre le terrorisme. L'Espagne. Et donc, la guerre civile. Oui, non, l'État, le TA. Donc, nous, on a construit notre démocratie moderne en luttant contre le terrorisme. Et on n'a jamais franchi la ligne de la démocratie. Donc ce n'est jamais une justification. C'est vrai qu'il y a des problèmes en Turquie très graves de sécurité, mais ça ne peut pas être le grand parapluie pour mettre dessous toute la répression des civils. Sinon, ce sont les terroristes qui gagnent. Qui gagnent, oui. C'est là surtout qu'il faut que les démocrates, encore une fois, ne soient pas naïfs sur les dangers. Il y a des gens à poursuivre puisqu'ils ont des projets de mort, mais ça n'est pas une raison pour retenir leur méthode comme légitime. Quand on connaît le climat actuel dans les pays européens, donc la montée de la xénophobie, voire est-ce que cette adhésion de la Turquie est possible? Ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous y croyez ou c'est un vœu pieux finalement? On les fait rêver avec cette possibilité d'adhésion à l'Union européenne alors que ça n'arrivera jamais. Plus personne ne rêve. En ce moment, ce n'est pas une possibilité facile ni proche. Mais je crois que la direction
pourrait se maintenir. Personnellement, je pense que l'élargissement n'est pas le seul instrument dont nous disposons. Accueillir un pays dans l'Union européenne, c'est une possibilité. On peut aussi vouloir entretenir... Vous n'y croyez pas du tout aussi. J'ai jamais cru, donc je le dis avec beaucoup de... Parlons franchement. Je le dis avec beaucoup de... Et je renvoie à mes écrits anciens qui sont dans un contexte où on voyait déjà les dangers du personnage Erdogan et que j'ai écrit à l'époque. Mais encore une fois, moi je suis très attachée par exemple à une évolution démocratique du Maghreb pour lequel on n'a jamais envisagé de donner l'adhésion à l'Union européenne. Donc il faut bien qu'on invente d'autres instruments de relations pour être proches, pour promouvoir nos valeurs, pour dialoguer. Il n'y a pas que cet instrument. Mais le problème, c'est qu'avec la Turquie, on l'avait envisagé. Et donc, c'est un changement par rapport à la direction qui avait été marquée. Que ce soit l'intégration ou la non-intégration, le discours politique en Europe ne doit pas être identitaire et essentialiste. Non, dans la mesure où, quand on a des approches culturalistes, les originaires de Turquie qui sont ici, des citoyens français, allemands, hollandais, belges, se sentent totalement exclus de la société parce qu'il y a un discours d'altérité vis-à-vis d'eux-mêmes et ils peuvent justement aller de l'autre côté. Parce que M. Erdogan vient les chauffer aussi Bien de temps sûr, en temps. Il s'est passé des choses qui sont exactement assez les mêmes instruments identitaires. M. Erdogan place sa politique sur un discours identitaire, sunnite contre Alevi, turc contre kurde, musulman contre les laïcs. Et si nous-mêmes nous adoptons le même discours identitaire et culturel, les discours identitaires s'alimentent entre eux. Extraordinairement dangereux. Au mot de la fin, vous y croyez vraiment à cette adhésion? Ah, mais bien sûr, vous y croyez? bien entendu. J'y crois fermement en faisant évoluer à la fois l'Union européenne et la Turquie. Et je regrette beaucoup la décision de Brexit. Je trouve que c'était une erreur. Et je pense que les Britanniques aussi pensent que c'est une erreur. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'est un sujet compliqué mais aussi passionnant, des rapports entre la Turquie et l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve l'année prochaine, en 2017, toujours ici au Parlement européen. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.